respecté dans l'Antiquité, ces guerriers ont inventé le camp militaire, la tactique du choc frontal, l'éducation prise en charge par l'État, un mode de vie et une esthétique qui aujourd'hui encore portent leur nom. Ce sont les Spartiates. Et voici leur histoire. À la fin du 7e siècle avant notre ère, la Grèce est une confédération hétéroclite de plus de 1000 cités-États farouchement indépendantes, chacune possédant son caractère et sa réputation propre. Athènes est la plus brillante de toutes. Sa culture est sophistiquée, son architecture sublime et elle dispose d'une flotte puissante. Mais Sparte, qui est respectée dans tout le monde égéen, ne possède rien de tout cela. Elle a sacrifié sa vie culturelle sur l'autel de la guerre. Sparte est un camp militaire. Le système éducatif va se concentrer davantage sur les combats militaires. On va voir la création d'une police secrète. Sparte va se retirer de la communauté grecque pendant un temps. Les Spartiates ne vont pas fonder de colonies au loin. Ils ne vont pas construire de flotte. Ils vont demeurer obsédés par le contrôle absolu de la Messénie. Depuis la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, Sparte a soumis la Messénie, une région dont la population est 10 fois plus nombreuse que celle de ses conquérants. Ils l'ont soumise grâce à une politique appelée l'ilotisme et à une campagne de terreur menée par les guerriers les mieux entraînés. Ce sont les Spartiates qui, les premiers, ont inventé la discipline militaire à l'occidentale. C'est à Sparte que les manœuvres, la marche au pas, les rangs de fantassins et la tactique d'assaut en phalange ont été institués dans leur forme la plus aboutie. Ces mêlées pouvaient être assez chaotiques, et les Spartiates avaient compris que de rester en rang serré pendant la bataille, en laissant le moins d'espace possible entre chaque homme, donnait un avantage décisif sur l'ennemi. De toutes les phalanges, celles des Spartiates étaient les plus élégantes et aussi les plus maniables, dès qu'un changement tactique était nécessaire. Les Spartiates ont également repensé l'armement du soldat. La pièce maîtresse de son équipement, c'est l'oplone, un bouclier d'1 mètre de diamètre. C'est cette arme défensive qui a donné le terme d'hoplite, désignant le soldat grec en général et notamment spartiate. Les hoplites portent aussi une lance de 3 mètres de long, une épée, un lourd casque percé de 2 ouvertures pour les yeux et une cuirasse de bronze. Dans son ensemble, la panoplie pesait peut-être une trentaine de kilos. Le fait que ces hommes, qui mesuraient moins d'1,70 m pour une soixantaine de kilos, portent un équipement pesant la moitié de leur poids en plein été, peut paraître absurde. Mais cela servait à un but précis. Le mécanisme de ces affrontements était bien huilé et fortement ritualisé. Et l'issue d'une guerre entre cités voisines se décidait au cours d'un engagement frontal d'une demi-heure. Les Spartiates étaient passés maîtres dans ce type de combat. L'issue des batailles se décidait donc au moyen de tactiques rapides et efficaces reposant sur le travail d'équipe et l'agilité des soldats. Pendant presque un siècle, ce nouvel art de la guerre était resté d'ordre théorique. Et puis, au VIe siècle avant notre ère, les Spartiates n'ont plus voulu se contenter de soumettre les Messéniens. Ils ont porté leur regard vers le nord, vers la cité de Thégée, afin d'étendre leur territoire. Mais Sparte est l'une des cités les plus profondément religieuses de Grèce. Avant d'agir, il lui faut un avis favorable des dieux. Une délégation est donc envoyée à Delphes pour recueillir l'assentiment d'Apollon, dont l'oracle était proféré par une prêtresse, la Pythie. Les oracles grecs avaient quelque chose de nos horoscopes. Ils comportaient aussi une part de conjecture et de corruption. On y entendait souvent ce qu'on voulait entendre. Mais un pèlerinage à Delphes, cela ressemblait moins à la consultation d'une diseuse de bonne aventure ou d'une voyante qu'à un voyage pour voir de ses yeux le magicien d'Oz. Et ainsi, vers 560 avant Jésus-Christ, Sparte envahit Thégée. Cette conquête ne se résume pas à une simple victoire sur le champ de bataille. C'est à ce moment-là que Thégée cesse d'être une cité ennemie pour devenir une alliée.
C'est la première d'une série d'alliances qui va s'étendre à la quasi-totalité du Péloponnèse et même au-delà de la péninsule. À la fin du VIe siècle, l'impressionnante machine spartiate a convaincu nombre de cités-États du Péloponnèse de se joindre à elle. Cette puissante alliance porte le nom de Ligue du Péloponnèse, et Sparte en prend la direction. Son objectif est de contrebalancer le pouvoir d'Athènes, non pour renverser la grande cité de l'Attique, mais pour éviter d'avoir à la combattre. C'est une évidence. Quand on dispose d'une supériorité militaire décisive et qu'on a la réputation d'être invincible, on a la possibilité d'éviter de se battre. C'était la politique spartiate. Ils se battaient rarement parce qu'ils savaient que dans tout combat, ils couraient le risque d'être vaincus. Mais la sinistre menace qui se profile à l'est va obliger les Spartiates à sortir de leur monde insulaire. Darius Ier, roi des Perses, est à la tête du plus vaste empire que le monde antique ait connu jusqu'alors. De nombreuses cités-États d'Ionie figurent au nombre de ses conquêtes. Mais après plusieurs décennies d'oppression et de soumission au lourd impôt perse, les Ioniens complotent et menacent de se soulever. En 499 avant Jésus-Christ, ils envoient une délégation auprès du roi de Sparte, Cléomène. Ce dernier refuse de leur prêter assistance. Cette décision va déclencher une série d'événements qui vont changer le cours de l'histoire. La lucidité de Cléomène n'est pas le fait de tous les Grecs. Les Athéniens vont être persuadés par les Ioniens de venir au secours des rebelles. Malgré l'aide d'Athènes, le puissant empire de Darius brise la révolte ionienne. Et les Perses n'oublieront pas le soutien apporté par les Athéniens aux rebelles. Après avoir écrasé cette révolte, ils ont commencé à regarder plus sérieusement ces parvenus qui avaient osé interférer dans ce que les Perses considéraient comme une affaire strictement interne. Pendant ce temps, Cléomène se lance dans une campagne d'annexion des cités voisines dans le but de renforcer et d'étendre la Ligue du Péloponnèse. On l'a accusé d'un fait atroce. Quand il a attaqué Argos, il aurait attiré, d'après les récits qu'on en a, 6000 hoplites argiens dans un verger sacré. Il a ensuite ordonné aux Ilotes, attention, pas aux Spartiates, aux Ilotes, de mettre le feu à ce verger. Les 6000 Argiens ont péri dans d'affreuses souffrances. Et pour cette faute, Sparte l'a fait comparaître en jugement à son retour. Les accusations sont graves et même les rois de Sparte doivent se soumettre à sa loi. Cléomène risque l'exil. Ce qui était inacceptable, c'était qu'il s'agissait d'une cité grecque et d'un verger sacré. Il avait donc commis un acte sacrilège, mais il a survécu et il a conservé son statut. Pour ne pas être exilé, Cléomène doit éliminer les éléments de l'intérieur qui lui sont défavorables, à commencer par son rival, l'autre roi de Sparte, Démarate. Pour ce faire, Cléomène corrompt l'oracle de Delphes qui déclare Démarate illégitime. Démarate est immédiatement déposé et envoyé en exil. Mais la traîtrise de Cléomène est bien vite découverte et il est exilé à son tour. Il finira par revenir, mais ce sera pour se donner la mort d'une façon épouvantable. La version la plus effroyable de sa mort, c'est qu'il se serait découpé en deux en partant des pieds jusqu'à atteindre les organes vitaux. Cléomène passera à la postérité sous le nom de Cléomène le Fou. Son successeur est le roi Léonidas, un homme qui va emmener les Spartiates plus loin qu'ils ne sont jamais allés dans une guerre mondiale antique aux dimensions épiques. À l'aube du 5e siècle avant notre ère, une frontière invisible divise les cités-États de Grèce en deux clans distincts. Celles qui ont fait alliance avec Sparte et celles qui se sont ralliées à Athènes. Pendant que Sparte tente de maintenir sa politique de non-intervention,
Athènes se prépare à la possibilité d'une guerre contre les Perses. Selon la rumeur, Darius est déterminé à faire payer les Athéniens pour avoir soutenu la révolte des Ioniens en 499. Darius ne l'avait pas oublié. Pour lui, c'était une humiliation. Les Grecs prétendaient d'ailleurs que le Perse avait ordonné à un esclave de lui susurrer régulièrement à l'oreille « Oh, mon roi, n'oublie jamais les Athéniens ». En août 490, Darius Ier envoie une petite flotte transportant des troupes pour attaquer les Athéniens. L'expédition perse approche la côte de l'Attique par le nord-est, au niveau de la plaine de Marathon. L'armée est si impressionnante que les Athéniens doutent de pouvoir la contenir. Quand les Athéniens ont compris que les Perses s'avançaient et qu'ils allaient accoster près de Marathon, ils ont envoyé un messager à Sparte. Les deux cités entretenaient des relations ambivalentes, mais qui étaient parfois amicales. Et Athènes savait surtout que Sparte était la plus grande puissance militaire de Grèce. L'histoire raconte que le messager a couru 2 jours durant et parcouru plus de 225 km pour s'entendre répondre par les Spartiates que s'ils envoyaient des troupes, ils devraient interrompre les Carnéias, un festival en l'honneur d'Apollon. Sparte promet d'envoyer des renforts au terme des festivités, 10 jours plus tard. Les Athéniens décident d'avancer sur les Perses. Ils envoient tous les hommes disponibles, soit environ 9000 fantassins lourdement armés. Et dans la plaine de Marathon, ils se retrouvent face à l'armée persienne, qui est, elle, 2 à 3 fois plus nombreuse qu'eux. Pendant plusieurs jours, les Athéniens et les Perses s'observent de loin, sous l'implacable soleil d'août. Finalement, et comme les renforts spartiates n'arrivent pas, le général athénien Miltiade lance une attaque surprise. Les Perses ont été taillés en pièces. Les hoplites athéniens, avec leur lourd équipement, se sont révélés supérieurs aux fantassins perses légèrement équipés. Ils ont fait un massacre. Les Athéniens ont tout de suite envoyé un messager courir vers Athènes pour annoncer la victoire. Sur ces entrefaites, les Spartiates arrivent avec un contingent de 2000 hoplites. Mais l'ennemi a été balayé. Quand les Spartiates ont fini par arriver à Marathon, les Athéniens leur ont fièrement montré les cadavres des Perses qu'ils avaient vaincus si facilement. C'était quelque chose que les Spartiates allaient devoir faire oublier. Mais les Perses n'ont pas dit leur dernier mot. En 486, Darius choisit son fils Xerxès pour lui succéder. Le nouveau souverain achéménide va ourdir un plan d'invasion de la Grèce beaucoup plus élaboré que le précédent et dont la mise en place nécessitera des années. Xerxès a mis 4 ans, jusque vers 481-480, pour rassembler une immense armada de 250 000 hommes, flotte et armée de terre comprises, dans le but d'envahir la Grèce. Sparte, Athènes et quelques-unes des autres cités-États grecques se réunissent alors pour préparer une contre-attaque. Ils se disputent sur la stratégie à adopter et finissent par tomber d'accord pour que le général spartiate Eurybiade commande les forces navales et terrestres. C'est un défi qu'il relève au nom de toute la Grèce. D'une part, les Spartiates étaient très arrogants. Ils se disaient, si ces mauviettes d'Athéniens ont pu vaincre les Perses à Marathon, imaginez un peu ce que nous, Spartiates, sommes capables de leur faire. Et d'autre part, les plus réfléchis d'entre eux se disaient, je n'ai pas peur des Perses. Ils sont nombreux, certes, mais leur infanterie est plutôt médiocre, tandis que nous sommes les meilleurs fantassins du monde. Au printemps 480, le décor est planté. Du côté perse, 46 contingents aux ordres de 30 généraux sont rassemblés pour l'invasion de la Grèce. Ils sont conduits par Xerxès, que ses alliés et ennemis confondus appellent le Grand Roi, et forment une armée de 200 à 300 000 hommes. L'armée de Xerxès avait besoin de millions de litres d'eau potable par jour. Elle absorbait des millions de kilos de blé, de fourrage et de viande. Sur mer, les 750 navires de guerre, appelés trières, sont flanqués de plusieurs centaines de bateaux ravitailleurs. La gigantesque armée perse soutient les mouvements des forces terriennes.
Cette machine de guerre sans précédent dans le monde antique requiert une organisation précise et constante. L'interdépendance de l'armée de terre et de la flotte perse est un élément crucial des guerres médiques. L'armée devait être en contact permanent avec la marine, parce que c'est elle qui garantissait la sécurité des navires ravitailleurs. Les Grecs, habitués à des batailles qui impliquent tout au plus quelques milliers d'hommes, vont alors se retrouver face à un flot interminable de troupes ennemies. Après de nombreux débats, ils décident de livrer bataille aux Thermopyles, c'est-à-dire littéralement aux portes chaudes, nommées ainsi en raison des sources chaudes qui y abondent. Les Thermopyles commandent l'accès au sud du pays. En 480 avant notre ère, le défilé des Thermopyles ne mesure qu'une quinzaine de mètres de large. Un passage où l'imposante supériorité numérique de Xerxès peut être neutralisée. Je crois que c'est l'un de ces moments où tout se joue. Les Grecs ont compris qu'ils devaient se défendre coûte que coûte. S'ils ne se battaient pas en cet instant précis, les Perses allaient franchir ce défilé, ce qui porterait un coup décisif au moral des troupes grecques. En perdant espoir, ils risquaient de perdre la guerre. Si les Grecs peuvent les retenir aux Thermopyles, alors l'armée perse risque de commencer à manquer de vivres. C'était une sorte de monstre qu'il fallait constamment nourrir. Les Spartiates sont commandés par le roi Léonidas, un vétéran qui a mené de nombreuses campagnes pendant ses 11 années de règne. Mais pour remporter cette bataille, il va devoir faire le sacrifice ultime. L'oracle de Delphes avait déclaré que soit le roi de Perse allait conquérir Sparte, soit un roi de Sparte allait mourir. Léonidas connaissait cette prophétie. Il savait aussi que pour que les Grecs puissent résister aux Perses après les Thermopyles, il fallait un événement glorieux, quelque chose qui gonfle les troupes d'orgueil. Animé par le feu sacré, Léonidas choisit un par un ses compagnons pour ce qu'il sait être une mission suicide. Quand Léonidas marche sur les Thermopyles, il est accompagné d'un régiment d'élite de 300 hommes. Mais ce régiment a été formé spécialement pour l'occasion. Ses membres ont été sélectionnés sur 2 critères, leur mérite personnel et le fait qu'ils aient tous déjà donné un fils à Sparte. Léonidas et les Spartiates savaient pertinemment qu'ils allaient mourir. Ils s'étaient entraînés pour cela toute leur vie. Je crois qu'ils avaient aussi conscience de la valeur psychologique de leur acte pour le reste de la Grèce. Ils savaient qu'ils allaient jouer une sorte de pièce de théâtre qui enflammerait le cœur des Grecs. Pour un Spartiate, mourir pour sa patrie était le plus grand honneur qu'il puisse atteindre. En août 480, la formidable armée perse fait halte dans la plaine écrasée de soleil. Cette masse guerrière offre un spectacle prodigieux. Les forces perses, emmenées par le roi Xerxès, sont considérables, au moins 200 000 hommes. Les troupes grecques, quant à elles, ne comptent pas plus de 7 000 soldats, dont 300 des meilleurs hoplites spartiates. La raison pour laquelle les Spartiates ont engagé aussi peu d'hommes se trouve au cœur de la mentalité laconienne. Aurait-il dû engager une force plus importante? Ils ont prétendu qu'ils le voulaient, mais une fête religieuse ne leur permettait de se séparer que de la première garde. Les cyniques diront qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'envoyer toute leur armée, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre. Ils voulaient juste faire une démonstration. Ils avaient besoin d'un événement spectaculaire, et sacrifier 300 hommes semblait la solution idéale. Les Spartiates, rassemblés sous le commandement du roi Léonidas, sont prêts à se battre jusqu'à la mort. Xerxès envoie un messager leur intimant de déposer les armes. Léonidas répond en 2 mots. « Molon lave, viens les chercher ». Les 2 armées offrent un contraste saisissant qui reflète bien la différence entre ces 2 cultures. Xerxès est sur son trône entouré de ses scribes, tandis que Léonidas est au milieu de ses hommes. La mission du roi Léonidas est écrasante. Il doit retenir les Perses assez longtemps pour que les généraux grecs rassemblent leurs forces devant l'isthme de Corinthe.
Ils ont besoin de temps pour mettre sur pied une contre-offensive d'envergure. S'ils ne brisent pas l'élan de la gigantesque armée perse, la Grèce centrale va tomber et le Péloponnèse est sûr de suivre. Le plan des Grecs est assez génial. Ils veulent paralyser les forces adverses en brisant la logistique nécessaire à cette armée colossale. Quand les Grecs arrivent aux Thermopyles, ils commencent par reconstruire le mur qui fermait le défilé. L'idée est d'ensuite de créer une rotation d'escouades qui combattront dans l'espace très étroit qui se trouve de l'autre côté du mur. Cette configuration empêche les Perses de profiter de leur supériorité numérique. De leur côté, les Grecs consultent l'oracle de Delphes. Son conseil, priez les vents, car ils seront les alliés de la Grèce. À peine l'oracle a-t-il été proféré qu'une violente tempête éclate. La prodigieuse flotte de guerre perse vient se fracasser contre la côte rocheuse de Magnésie. Plus de 200 navires sont détruits. Ce naufrage suscite la fureur de Xerxès. Et perplexe devant le défi mineur que semblent représenter les Thermopyles pour sa puissante armée, le grand roi envoie un éclaireur pour prendre la mesure des forces ennemies. Ce que voit l'éclaireur, c'est qu'au lieu de se lamenter et de proposer une reddition ou des négociations, les Spartiates sont en train de se préparer. Ils se peignent, comme ils en ont l'habitude, polissent leurs armes. Ils semblent se réjouir de la bataille à venir plutôt que de l'appréhender. Le cavalier est complètement étonné. Il n'arrive pas à croire que c'est bien cette poignée d'hommes qui va défendre le défilé. Démarate, le roi de Sparte condamné à l'exil, s'est réfugié en Perse 10 ans plus tôt. Xerxès le fait venir et lui demande « Quelle est la force de ces hommes ?» Si l'un de ces hommes arrivait jusqu'à nous, pourrait-il tuer 10 de mes soldats? Et Démarate répond « Non. Pris seuls, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Mais en groupe, quand ils forment une force unie, comme dans ce défilé, ils valent bien plus que leur nombre. » Le message de Démarate est clair. Il ne faut pas sous-estimer les guerriers spartiates. La guerre coule dans leurs veines. Elle est leur raison de vivre. À présent, les dés sont jetés. Les forces perses et grecques se préparent à se battre. Et la suite des événements va décider de l'avenir de la démocratie. En cette fin d'été 480 avant notre ère, c'est donc le destin du monde grec qui va se jouer. Devant le défilé des Thermopyles, les deux camps, grecs et perses, s'observent. Les 300 Spartiates et leurs alliés grecs sont fin prêts. Ils vont affronter une armée perse d'au moins 200 000 hommes. C'est une mission suicide. Mais ils doivent absolument ralentir la marche des Perses pour donner à la Grèce le temps de préparer sa contre-offensive. Au moment du départ du roi Léonidas pour les Thermopyles, et sachant qu'il allait mourir, son épouse, Gorgo, lui a demandé quelles étaient ses instructions. Il lui a répondu « Épouse un homme fort et porte de beaux fils ». C'est la particularité la plus saillante des Spartiates. Ils sont prêts à mourir. Pour eux, mourir au combat, c'est se couvrir de gloire. Et ainsi, pour l'honneur et la gloire, les Spartiates s'avancent, sereins et sans crainte, devant la gigantesque armée perse que leur a décrit un éclaireur. Il leur a dit que les archers perses étaient si nombreux que lorsqu'ils tiraient une volée de flèches, la nuée obscurcissait le soleil. Le Spartiate Dienékès a rétorqué « Bien, alors nous combattrons à l'ombre ». Le 18 août, 4 jours après leur arrivée aux Thermopyles, les deux camps sont prêts à se battre. L'immense supériorité numérique des Perses leur confère une assurance bien compréhensible. Mais rien ne semble pouvoir intimider les phalanges spartiates. La phalange type compte 8 rangs. Et la raison pour laquelle elle n'est pas plus profonde, c'est que seuls les 2 ou 3 premiers rangs combattent. Les lances des hoplites sont très longues. Le rôle des rangs arrière
et donc tout simplement de pousser les premiers au combat. La cohésion et la poussée des derniers rangs sont un facteur crucial, de même que la bravoure et la vaillance des premiers rangs. Les Perses s'aperçoivent très vite que leur prodigieuse supériorité numérique ne leur confère aucun avantage. Toute manœuvre est impossible et la cavalerie perse ne peut intervenir. C'est un peu comme un tamis. Il s'avance dans un véritable goulet d'étranglement et pour le franchir, il faut affronter un mur de bronze et de fer. Les Perses n'y sont pas habitués. Les Perses sont taillés en pièces. Dans cet étroit défilé, les lourdes cuirasses des Grecs, leurs longues lances, leurs énormes boucliers vont se révéler très efficaces contre des Perses légèrement vêtus et armés de courtes lances. La mêlée est terrible. Les gens hurlent, certains défèquent ou urinent, d'autres tombent et sont piétinés. Les lances s'entrechoquent. Cela tourne au carnage. La phalange grecque est quasiment impénétrable. Et en début d'après-midi, le champ de bataille offre un spectacle insoutenable. Le sol est jonché de corps et les Spartiates ne montrent aucun signe de relâchement. La phalange spartiate a quelque chose d'un corps de ballet, dans sa capacité à se mouvoir, à exécuter rapidement les ordres sur le terrain et à se déplacer en complète harmonie. C'est l'une des choses qui rend les Spartiates si supérieurs au combat. Xerxès, déterminé à détruire la phalange grecque et à mettre un terme à ce bain de sang, fait avancer sa garde personnelle, les Immortels. Ce sont les seuls à être protégés par une armure comparable à la lourde cuirasse grecque. Mais rien n'y fait. Un choc terrible jette la confusion dans les troupes d'élite du grand roi, et tandis que le rideau de la mort s'abat sur eux, ils ne peuvent que battre en retraite. La mentalité et l'idéologie des hoplites se résument en une phrase. Tiens ton rang, ne cède pas d'un pouce. Et ce qui était caractéristique des Spartiates, c'était leur solidité, leur fermeté inébranlable. Au crépuscule, Xerxès abandonne la lutte. Sa colossale armée a été mise à genoux et ses pertes se comptent par milliers. De l'autre côté de cette mare de sang, les Grecs déplorent peu de morts. Léonidas marche au milieu des cadavres sans se voiler la face. Dans quelques heures, ces hommes connaîtront le même sort. L'aube se lève sur le matin du 19 août 480 avant notre ère. Le roi Xerxès, encore sous le choc des pertes colossales subies la veille, prépare un second assaut. Cette fois, il forme un régiment spécial, un groupe d'hommes réputés pour leur bravoure exceptionnelle et leur audace. Il leur promet de somptueuses récompenses s'ils prennent d'assaut l'étroit défilé et menace de les exécuter s'ils rompent les rangs et prennent la fuite. Le roi perse s'obstine dans sa tactique du bulldozer. Il se dit qu'il n'a qu'à continuer d'envoyer des hommes et que ces Grecs finiront bien par se fatiguer. Mais une fois encore, la fine fleur de l'armée perse n'est pas de taille contre les Grecs et la troupe d'élite des Spartiates. La bataille fait rage, et ce second jour est aussi sanglant que le premier. C'est une véritable boucherie. Les Perses, morts ou blessés, s'amoncellent en un immense tas devant les lignes grecques. L'odeur âcre de la mort est partout. Les Grecs perdent des hommes, mais ce n'est rien comparé aux pertes phénoménales des Perses. C'est terrible pour le moral. Il est clair que cela ne peut pas continuer indéfiniment. Assis sur son trône d'or, Xerxès observe depuis une hauteur voisine le massacre de ses troupes. Il doit de nouveau ordonner la fin de l'attaque. Le roi perse pouvait sans doute se permettre de perdre 50 hommes pour chaque Grec, sans trop en souffrir au niveau numérique. Mais si cela continuait ainsi sur plusieurs semaines, cela risquait de porter un coup terrible au moral de ses troupes. Il devait trouver une autre façon de vaincre. C'est à ce moment fatidique qu'un Grec du nom d'Éphialtès, en échange d'une généreuse récompense, va accepter de trahir ses compatriotes. Il va révéler aux Perses un sentier traversant le mont Kallidromo.
En grec, le nom Ephialtès est devenu synonyme de cauchemar. Le mot signifie désormais cauchemar. Le sentier d'Éphialtès va permettre aux soldats perses exténués de prendre les Grecs à revers. Xerxès espère ainsi anéantir enfin ses adversaires. Les immortels, la troupe d'élite perse, marchent toute la nuit et au petit matin, le craquement des branches trahit leur arrivée. Ces portes chaudes sont désormais un piège mortel pour les Spartiates. D'un côté, de hautes falaises tombant dans la mer, de l'autre côté des montagnes, et devant et derrière eux, les hordes perses. À ce moment-là, Léonidas fait le point sur leur situation. En tant que commandant en chef de cette bataille, il ordonne au gros des forces grecques de battre en retraite. Les Spartiates resteront sur place avec lui. Et ils sont tous restés à ses côtés. Ce troisième jour de la bataille a fait date dans l'histoire grecque. Exténués, les intrépides Spartiates revêtent une dernière fois leur lourde cuirasse. Et comme ils se préparent à mourir, le roi Léonidas leur lance « Compagnons, mangez bien, car ce soir nous souperons aux enfers. » Aucun d'eux ne se rendra. Ils se battront jusqu'au dernier. Le soleil se lève. Les Spartiates et les quelques alliés qui sont restés sont pris en tenaille par les Perses. Ils continuent cependant de se battre vaillamment, se jetant à corps perdu dans un combat sanglant. Lorsque le roi Léonidas est mortellement blessé, ils redoublent d'ardeur pour s'emparer du corps et le traîner dans leur camp. Finalement, vers midi le 20 août 480, les Spartiates vont faire face une dernière fois. On dit que leurs armes étaient brisées, que leurs boucliers étaient fracassés, leurs cuirasses en pièces. Ils se sont mis à se battre avec les dents et les poings contre des dizaines de milliers de Perses. Pour finir, ces derniers les ont encerclés depuis une petite hauteur et pour ne plus perdre d'hommes inutilement, les ont enterrés sous une pluie de flèches. Avant le milieu de l'après-midi, tout est terminé. Les 300 Spartiates sont morts et gisent aux côtés de centaines de soldats alliés. Mais côté perse, les pertes sont exorbitantes et estimées à plus de 20 000 soldats. Tenant enfin sa victoire, Xerxès inspecte le champ de bataille. Il retrouve le corps de Léonidas, le fait décapiter et place sa tête au bout d'une pique qu'il fait défiler dans ses rangs. Par cette démonstration barbare, il espère démontrer que les Spartiates ne sont que de simples mortels. Mais le moral des troupes perses est atteint. Elles savent que la guerre ne fait que commencer et que bien d'autres Spartiates les attendent encore. Après les Thermopyles, une sorte d'angoisse superstitieuse s'insinue dans les rangs perses. Cette bataille est sans doute la défaite la plus tragique de toute l'histoire de la Grèce. Mais les Grecs vont en retirer de grands bénéfices. D'abord, ils vont pouvoir organiser un front dans le sud de l'Attique. Ensuite, cette bataille leur a insufflé une bonne dose d'héroïsme. Ils se sentent unis dans cet acte de bravoure. Et cela répand la peur chez les Perses. Ils n'avaient pas compté affronter des hommes de cette trempe. Des années plus tard, on érigera près des Thermopyles un monument en l'honneur des 300 Spartiates qui ont tenu tête héroïquement à 200 000 Perses pendant 3 jours terribles. Ici, sur une dalle toute simple, on a gravé la célèbre épitaphe « Passant, va dire à Sparte que nous gisons ici, fidèles à ses lois ». Cette épitaphe souligne le fait que ce sacrifice était un devoir, quel qu'en soit le prix, et quel que soit leur jugement personnel sur la question. Les lois de Sparte commandaient aux Spartiates de se battre aux Thermopyles. Dans un sens, les Spartiates avaient besoin de cette bataille. Il leur fallait leur marathon à eux. Ils devaient montrer que la vertu spartiate était exceptionnelle. Ils n'ont pas vaincu, mais ils ont remporté une victoire psychologique parce qu'ils se sont battus jusqu'au dernier.
Ce qu'on sait de la bataille des Thermopyles est resté gravé dans la mémoire de la civilisation occidentale. Après la chute d'Alamo, un journal texan a écrit en première page que la bataille des Thermopyles avait enfin été égalée. La première ligne de défense grecque enfoncée, les Perses peuvent se déployer à travers l'Attique. Leur tactique de la terre brûlée n'épargne rien ni personne. Les récoltes et les fermes partent en fumée, les statues de dieux sont brisées, les temples détruits. Même l'acropole est incendiée. À Athènes, la rumeur se répand que la campagne est à feu et à sang. Le peuple de la cité est au bord de la révolte. Pourtant, la roue est sur le point de tourner. Dans la dernière décennie du 5e siècle avant notre ère, toutes les cités grecques sont unies contre un ennemi en apparence invincible. Une armée perse de plus de 200 000 hommes. Après la bataille des Thermopyles, en 480, les forces perses et leurs flottes approchent d'Athènes. Le moral des Grecs est au plus bas. La défaite semble imminente. Mais ils décident de placer leur confiance dans un général athénien rusé et respecté, Thémistocle. Thémistocle, le général en chef, décide d'évacuer l'arrière-pays pour gagner l'île de Salamine. Le destin de la Grèce va se jouer lors d'une bataille navale. Les Athéniens décident de quitter leur territoire. Une bataille ouverte contre les Perses leur semble sans espoir. Ils préfèrent abandonner leur maison, envoyer leurs femmes et leurs enfants se réfugier au sud de la Grèce, au-delà du mur de l'isthme de Corinthe, et placer tous leurs espoirs dans leur flotte. À la faveur de la nuit, la flotte grecque fait voile vers la rade de Salamine, à 90 km au sud du Pirée. Pour Thémistocle, ce mince détroit est le point idéal pour prendre l'avantage sur une flotte perse supérieure en nombre et plus mobile. Thémistocle sait que s'ils parviennent à briser la flotte perse, alors ils peuvent gagner la guerre, ou du moins prendre un avantage certain à cause de l'étroite dépendance de l'armée perse vis-à-vis de sa flotte. Les Grecs ont pris position. Thémistocle met alors au point une tactique de génie pour pousser Xerxès à commettre une erreur fatale. Thémistocle lui envoie un esclave pour lui dire « Grand roi, Thémistocle souhaite être ton ami. Il a compris ta puissance. Tu pourras capturer toute la flotte grecque si tu attaques maintenant. » Dans la lettre confiée à un esclave, Thémistocle détaille le plan de retraite des Grecs qui doit se dérouler la nuit suivante. Xerxès ne doute pas un seul instant de tenir là une occasion en or. Après tout, il a déjà eu affaire à des traîtres. Éphialtès est arrivé juste au bon moment, aux Thermopyles. Et voilà maintenant ce Thémistocle. La fortune lui sourit. Convaincu que la flotte grecque est en déroute, Xerxès croit le moment venu de frapper. Xerxès lance donc sa flotte contre les Grecs dans ce bras de mer très resserré qui sépare Salamine du continent. C'est exactement ce que Thémistocle voulait. Le stratège grec connaît les moindres recoins de ce détroit. Et il a positionné sa flotte de façon à ce qu'elle tire parti de l'étroitesse du chenal. Il sait également quand les vents vont se lever, et donc quand ils pourront donner la charge. On a donc les Perses qui avancent face aux Grecs qui avancent aussi. Par le nombre de navires impliqués, c'est sans doute la plus grande bataille navale de l'histoire de l'Occident. Pendant que la flotte grecque, telle une pieuvre géante, sort de sa tanière rocheuse, Xerxès fait installer son trône d'or sur le mont à égaler. Mais lorsqu'il comprend que sa puissante avant-garde est prise au piège, il est déjà trop tard. La supériorité numérique des Perses, 400 trières contre 300 pour les Grecs, est rapidement neutralisée dans l'étroite passe. Très vite, le détroit est engorgé et les navires perses sont incapables de manœuvrer. Une fois qu'on est en position d'enfoncer la flotte ennemie en avançant sur ses flancs,
on peut éperonner ces vaisseaux. Et là, on a de grandes chances de les faire couler sans avoir à se battre. Les navires grecs transportent des régiments d'hoplites qui sautent à l'abordage et font un véritable massacre. C'est sans doute la bataille navale la plus meurtrière de l'histoire. Ce sont peut-être 60 000 Perses qui se sont noyés au large de l'Attique. Pour les Perses, c'est la catastrophe. La victoire des Grecs est totale. La mer est saturée de cadavres et de débris. Les Perses ont perdu 200 navires, les Grecs seulement 40. Xerxès est furieux et humilié. Le résultat de la bataille de Salamine, c'est que Xerxès et le gros de son armée doivent évacuer la Grèce. Il lui est impossible de maintenir une force aussi colossale en Grèce sans être certain de pouvoir la ravitailler. La perte du contrôle des mers met l'ensemble de ses troupes en danger. Il n'a pas le choix. Le plus gros de l'armée doit abandonner l'offensive. Mais le cousin de Xerxès, le général Mardonios, est choisi pour poursuivre la guerre en Grèce. Avec une armée de 30 000 hommes, Mardonios fait route vers la Thessalie. Là, ses troupes trouveront assez de vivres pour prendre leur quartier d'hiver. Pendant ce temps, Athènes et Sparte se chamaillent. Athènes, qui a payé le plus lourd tribut des batailles navales, exige que les fameux hoplites spartiates mènent en contrepartie une offensive terrestre contre les Perses. Mardonios apprend les dissensions du camp ennemi et va tenter de les exploiter. L'un des vassaux de Xerxès, un roi macédonien, est envoyé auprès des Athéniens et des Spartiates. Il leur dit que s'ils vont en paix vers Xerxès, il les traitera avec bienveillance. Les Athéniens, espérant obliger les Spartiates à mobiliser l'ensemble de leurs machines militaires, ne refusent pas l'offre tout de suite. Les Athéniens ont menacé les Spartiates en leur faisant sentir que si Sparte ne se portait pas au secours de l'Attique, si elle n'envoyait pas ses troupes en Béotie, Athènes pourrait se retirer du combat. Ou pire, les Athéniens laissent entrevoir l'impensable, une alliance avec la Perse. C'est alors que les ambassadeurs jusque-là effacés de Sparte décident de mettre un terme à cette partie d'échec politique. Les Grecs doivent se coaliser pour une ultime confrontation avec les Perses près de la cité de Platée. Ils doivent tous marcher d'un même pas. Et c'est là vraiment que Sparte va donner sa pleine mesure. Les Spartiates sont désormais sous le commandement non plus d'un roi, mais d'un régent, Pausanias. À l'été 479, les forces perses atteignent désormais 50 000 hommes. Au sud, Sparte a mobilisé 5 000 de ses meilleurs guerriers et Athènes a réuni une armée de 8 000 hommes. Les Spartiates enrôlent alors 35 000 ilotes messéniens en promettant de les affranchir en échange de leur bravoure pendant la bataille. Pausanias semble avoir eu de véritables dispositions pour l'organisation. Il possède un sens militaire aigu et, plus important encore, il est assez fin diplomate pour réussir à maintenir unies des forces grecques nombreuses, diverses et secouées de perpétuels conflits. À ce moment précis, seul un Spartiate pouvait réussir un tel exploit. 11 jours durant, les généraux ennemis se jaugent depuis leurs positions respectives dans la plaine de Platée. Mardonios et la cavalerie perse au nord, Pausanias et l'infanterie grecque au sud. À l'aube du 12e jour, les Perses brisent la tente et lancent une attaque éclair. La cavalerie perse va d'abord infliger de lourdes pertes aux troupes grecques. Les Grecs sont alors obligés de redéployer leurs troupes. Les 5000 hoplites spartiates ne constituent que 10% des forces coalisées. Mais leur discipline, leur lourde cuirasse et leurs longues lances leur confèrent une présence impérieuse.
Lorsque les Perses ont décidé d'affronter l'infanterie dans la plaine de Platée, la bataille a échappé à Mardonios et au commandement perse. Leurs hommes vêtus d'osier et de lin devaient affronter des rangs serrés hérissés de piques. Et aucune armée n'aurait pu réussir cela, si ce n'est l'armée spartiate elle-même. La bataille fait rage, et les Spartiates lourdement armés transforment le champ de bataille en un fleuve de sang. Les Perses sont massacrés comme du bétail. Les Spartiates ont été les artisans de la victoire grecque de Platée. C'était une bataille de fantassins et les Spartiates disposaient de la meilleure des armées d'hoplites. Ils ont pu y donner leur pleine mesure. Si la victoire de Salamine porte la marque des Athéniens avec cette victoire sur la mer, celle de Platée porte le sceau des Spartiates, car c'est une grande victoire terrestre. La mort de Mardonios va sonner la fin de la bataille. Ses gardes personnels prennent la fuite et les soldats perses survivants se dispersent. Les pertes grecques sont minimes, 1 millier d'hommes. Les troupes perses, en revanche, une force de 50 000 hommes au départ, sont définitivement battues. Elles ne menaceront plus jamais la Grèce. Le rêve de Xerxès de conquérir l'Occident s'est arrêté à Platée.